Donc aujourd'hui, on vous propose un thème qui est installer la mindfulness dans la vie quotidienne. Donc la mindfulness ou méditation de pleine conscience. Je pense qu'il y a eu plusieurs soirées déjà consacrées à ce sujet. L'idée ce soir étant d'essayer de faire ressortir à la fois la logique de la démarche, comment est-ce qu'on en est venu à proposer de la méditation de pleine conscience à des patients bipolaires, essayer de préciser un petit peu quelles vont être les modalités pratiques de cette perspective de pleine conscience pour des personnes confrontées à une pathologie bipolaire, et puis donner la parole aux patients pour essayer de faire ressortir les difficultés éventuelles et l'intérêt pour eux qu'ils ont pu trouver dans cette rencontre avec la méditation de pleine conscience. Depuis un an, dans le service du professeur Drapier au pôle universitaire de psychiatrie de Rennes, on a mis en place un groupe avec des patients qui avaient déjà participé à un groupe de pleine conscience de 12 semaines pour essayer d'affiner un petit peu cette question. Quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le quotidien pour mettre en place de la pleine conscience dans le quotidien, dans les différents moments qu'ils peuvent vivre, et quel peut être le bénéfice dont ils peuvent rendre compte relativement à cette pratique. Alors, on m'a proposé de faire une petite présentation. Prenez-le comme un support éventuellement pour préciser vos idées, mais n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Moi-même, je ne vais pas forcément suivre le contenu des diapositives dans ma présentation. Vous-même, n'hésitez pas à intervenir pour poser une question, évoquer un point vraiment très facilement. Alors donc la souris, logique. J'ai utilisé le. Alors, je reviens en arrière. C'est quelle. C'est touche droite là. D'accord. Donc juste un petit rappel, mais pour souligner la grande variété de difficultés que peut représenter la notion de pathologie bipolaire entre des difficultés évoluant sur un mode très aigu, très intense, très transitoire, ou au contraire des difficultés qui vont s'étendre dans la durée, être éventuellement moins intenses dans le vécu au quotidien, mais malgré tout constituer des difficultés, voire des problèmes sous différents angles, de par la durée pendant laquelle ça va se manifester. Donc vous savez que le trouble bipolaire est défini normalement d'un point de vue théorique par la survenue d'épisodes d'hyperactivité. C'est ça qui caractérise le trouble bipolaire, d'exaltation, ce qu'on appelle en médecine d'hyperthymie. Et ça va poser sous l'angle de la pleine conscience une difficulté particulière, comment pratiquer, comment exploiter les ressources potentielles de la pleine conscience dans des moments où on est un petit peu exalté, un peu énervé, un peu irritable. Ça va poser à la fois des problèmes de pratique et des problèmes également de questionnement sur l'intérêt que ça peut avoir dans ces périodes-là. Mais comme vous le savez, le problème principal du trouble bipolaire, c'est la dépression. Donc là aussi, comment pratiquer quand on est déprimé? Ça pose aux patients évidemment des questions quant à la manière dont ils pensent leur pratique dans ces moments-là. Alors, il n'y a pas que les troubles de humeur, il y a également des manifestations plus discrètes, mais qui peuvent être gênantes au fil du temps. Venant de Bretagne, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser des métaphores nautiques. Eh bien, en termes de métaphore nautique, un petit courant traversier qui n'est pas très fort, mais qui s'applique sur une longue période, par exemple un bateau qui traverse la Manche et qui va recevoir un courant traversier à angle droit, même si ce courant n'est pas très important, et bien sur 24 heures, 48 heures, il va entraîner une déviation assez importante. En termes de morale, ça peut être un petit peu pareil, même si on ne souffre pas d'une altération très importante du moral, même si c'est léger. Si ça porte sur une longue période, ça va avoir des effets significatifs.
Donc les problèmes de la pathologie bipolaire ne sont pas forcément des problèmes extrêmement intenses, extrêmement aigus, extrêmement perturbateurs. Un petit problème qui dure longtemps peut devenir un gros problème. Donc parmi les difficultés vécues un petit peu au quotidien par les personnes confrontées à une pathologie bipolaire, l'hyperréactivité émotionnelle, l'irritabilité, des problèmes de fonctionnement, c'est en gros arriver à faire ce qu'on a envie de faire, des problèmes relationnels ou professionnels divers et variés qui peuvent être impactés, y compris par des niveaux de symptomatologie relativement discrets, mais cet impact peut finir par être important au fil du temps. Donc le fait d'être confronté à des problèmes au quotidien, c'est quand même une des signatures de la pathologie bipolaire, des difficultés personnelles ou professionnelles, les addictions, comme vous le savez, et puis une difficulté propre à la dépression, qui est le décalage entre l'amélioration symptomatique, je vais mieux sur le plan du symptôme, je ne suis plus déprimé, ou bien je ne suis plus très énervé, mais néanmoins je n'arrive pas à fonctionner à nouveau comme d'habitude, comme je faisais avant. Et c'est un des pièges de renard de la pathologie bipolaire, le fait qu'on puisse aller mieux sur le plan des symptômes, éventuellement même complètement mieux, mais que sur le plan fonctionnel, on ne récupère pas cette capacité à faire ce qu'on a envie de faire. Et sous cet angle, par rapport à ce type de difficulté, la mindfulness peut aider évidemment à différents niveaux. Alors il y a aussi des troubles neuropsychologiques, c'est-à-dire des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire verbale, des troubles des fonctions exécutives. Et là aussi, la mindfulness peut éventuellement être une aide à la meilleure perception de ces difficultés qui ne sont pas toujours aisées à percevoir et éventuellement permettre une amélioration clinique. Le haut risque cardiovasculaire, c'est également un aspect spécifique à la pathologie bipolaire et tout le monde sait que des personnes zen sont moins sujettes aux problèmes cardiovasculaires. On en redira un petit mot tout à l'heure, mais on voit que là aussi, au niveau de l'impact cardiovasculaire de la pathologie bipolaire, la mindfulness peut éventuellement avoir, je dirais, un rôle à jouer. Alors actuellement, comme vous le savez, si vous venez régulièrement aux conférences d'Argos, il y a eu quand même au fil du temps un changement de philosophie de la démarche médicale, avec maintenant ce qu'on appelle au sein de la Fondation fondamentale, par exemple, une approche personnalisée et individualisée, c'est-à-dire associer le patient au diagnostic, co-construire le diagnostic avec le patient, co-construire les repérages, et puis, je dirais, concevoir un petit peu la réponse thérapeutique sur mesure, individuellement, avec l'usager lui-même, sur la base d'objectifs qui auront été établis conjointement entre le patient et le médecin. Là aussi, dans une philosophie de ce type, la mindfulness, bien évidemment, peut être plus qu'une aide. Alors, actuellement, une des grandes évolutions médicales en matière de pathologie bipolaire, c'est cette tendance à prendre en compte de manière vraiment très soutenue, très importante, les phases interépisodes, c'est-à-dire les périodes qui peuvent séparer des phases de dépression ou d'excitation maniaque. Et dans ces phases interépisodes, la mindfulness peut jouer un rôle dans la mesure où on va mettre en avant, durant ces phases, des données de bien-être, des données d'équilibre, des données de bienveillance envers soi-même, éventuellement de bienveillance envers les autres. Et donc là aussi, on voit qu'un certain nombre d'objectifs ou de caractéristiques de la démarche médicale actuelle lors des phases interépisodes peuvent bénéficier, je dirais, de l'appui de la méditation de pleine conscience. Alors, je vous ai mis une calligraphie du maître zen Thich Nhat Hanh, « Je suis chez moi, je suis arrivé », qui est une des grandes formules qui viennent rassembler un petit peu, je dirais, le message essentiel de la méditation de pleine conscience. Et je mets en appui de cette idée le propos d'un patient, parlant d'ailleurs d'une période où ça n'avait pas
Très bien. La souffrance était telle, l'instant présent était mon seul refuge. C'est un patient qui a formulé ça en prenant l'ascenseur avec quelques soignants. Elle venait de participer à une séance de méditation dans la structure dont j'ai la responsabilité. Et elle a dit, voilà, compte tenu de ce que je vis en ce moment, l'instant présent est le seul lieu où je peux venir me réfugier. Alors, quoi qu'on fasse en médecine, et même s'il y a un certain nombre d'aspects médicaux qui peuvent être relativement pointus au niveau de la gestion médicamenteuse du programme de soins, tout commence par le commencement, l'écoute, la compréhension, la mise en avant du bien-être. Et c'est l'occasion de souligner qu'après s'être longtemps intéressé de manière principale à la souffrance des patients, à juste titre évidemment, mais en tout cas à la pathologie, la médecine commence à s'intéresser davantage au bien-être, et c'est une deuxième filière de soins extrêmement importante. On peut chercher à gérer la maladie, je parle en général en termes médicaux, mais développer le versant sain, développer les capacités de bien-être, développer les capacités à s'installer dans son quotidien, à y trouver refuge, à y trouver un appui, une énergie. Eh bien, plus on développe ces versants-là, et d'une manière très schématique, moins la maladie a de place pour déployer ses ailes. Et là aussi, il y a un intérêt majeur à associer les représentations du patient, les représentations du médecin. C'est pour ça que j'ai mis une image tirée d'un important ouvrage de philosophie d'un certain Hergé qui s'appelle « Le secret de la licorne ». C'est un ouvrage de philosophie assez trapu, et une des conclusions métaphysiques de ce gros pavé, c'est que la lumière apparaît en mettant en perspective les trois points de vue mentionnés sur les trois parchemins. Et là aussi, quand on met en perspective les apports du patient, de sa famille et du médecin, eh bien, la lumière peut apparaître. C'est une image tirée d'un film de Woody Allen. Tout patient est un bien portant qui s'ignore. Il croyait être malade. Il a passé, comme d'habitude, une foule d'examens. Ils sont normaux. Après une petite inquiétude sur une image au scanner, finalement, tout va bien. Il est joyeux. Et ça permet de se rendre compte que, contrairement à ce qui s'énonce dans une célèbre pièce de théâtre de Jules Romain, tout bien portant est un malade qui s'ignore, on peut retourner la phrase et dire tout patient est un bien portant qui s'ignore. Alors, comme vous le savez, ont été développées ces dernières décennies des thérapies structurées, c'est-à-dire des programmes psychothérapiques, souvent effectués en groupe, qui passent en revue un certain nombre d'aspects cliniques du trouble bipolaire, cherchant à évidemment apporter des réponses, proposant un certain nombre de démarches structurées sur tel ou tel versant, telle ou telle facette de la pathologie. Il y en a un certain nombre, ils ne sont pas tous évidemment proposés dans tous les centres. Je les ai mis évidemment pour mémoire. La psychoéducation, que la majorité d'entre vous connaît probablement, le soin collaboratif, l'approche familiale de Miklovitch, la remédiation fonctionnelle. Et toutes ces approches structurées ont montré dans des études cliniques importantes un certain nombre d'effets, notamment de différer les récurrences, de réduire le taux de rechute, que lorsqu'il y avait rechute, ça durait moins longtemps, c'était moins compliqué, ça se passait mieux pendant, après. Mais malheureusement, les études montrent, comme on pouvait s'y attendre, des limites. Et notamment, une des difficultés des groupes thérapeutiques structurés concerne les patients qui ont été sujets à un nombre important de rechutes, à partir de 20 dans les études, mais d'une certaine manière, on peut penser que ce sont eux qui en ont le plus besoin. Et tout en soulignant l'intérêt des groupes thérapeutiques structurés, clairement, ces données montrent qu'il y a encore de la place pour essayer d'améliorer les choses. Notamment sous différents angles, que proposer aux patients qui sont malades depuis longtemps, qui ont fait un certain nombre d'épisodes ou qui sont confrontés à des difficultés sur la longue durée.
inversement que proposé au tout début de la pathologie bipolaire. Alors en parallèle, comme vous le savez peut-être, des techniques de méditation de pleine conscience ont été proposées depuis pas mal d'années à des patients souffrant de dépression récurrente. Donc pour citer à nouveau un grand auteur, Uderzo, une bande de Romains, ça commence à 2. Donc ça enregistre tout ce que je dis ou bien... Vous le retirerez de l'enregistrement, évidemment. Donc la récurrence, ça commence à 2 épisodes, mais bon, sur le papier, comme les médecins sont contrariants par nature, on parle de récurrence à partir de 3 épisodes. Ça commence vraiment à être récurrent à partir de 5. Et la méditation a montré, dans le cadre d'un programme spécifique, la capacité à limiter les récidives dépressives chez des personnes qui sont sujettes à des dépressions récurrentes. Alors, quand on a affaire à des problèmes de dépression récurrente, il y a un certain nombre d'aspects, je dirais, cliniques dans la vie des gens qui montrent qu'un problème qui recommence n'est plus tout à fait le même problème qu'au tout début. Notamment, on n'a pas tout à fait les mêmes symptômes quand on est sujet à la Xème dépression. Ce ne sont plus tout à fait les mêmes circonstances qui déclenchent des épisodes dépressifs. Et d'ailleurs, au fil du temps, on a l'impression qu'il en faut de moins en moins pour rechuter. Et d'autre part, les personnes sujettes à dépression récurrente développent progressivement leur propre stratégie de limitation des récidives. De ce fait, quand on est confronté à un problème de santé qui recommence, eh bien, les repères qui peuvent se montrer efficaces quand on est confronté pour la première fois ou la deuxième fois ou même la troisième fois au problème ne sont plus forcément efficaces lorsqu'on est confronté pour la 5e, la 10e, la 20e ou la 40e fois au problème, à la même difficulté. Et c'est pour ces raisons-là que la méditation de pleine conscience est apparue intéressante à proposer, parce que notamment les personnes sujettes à des dépressions à répétition n'ont plus forcément les mêmes manifestations dans leur tête, les mêmes pensées dépressives, ni les mêmes fonctionnements dans le quotidien qu'au départ, et de ce fait un certain nombre de psychothérapies n'ont plus de points d'ancrage, de points d'accroche par rapport aux problèmes présentés par la personne. Parce qu'au fil du temps, cette personne a évolué dans son fonctionnement. D'où la proposition de techniques différentes qui ne nécessitent pas forcément que les mêmes symptômes soient présents. Ça peut être des niveaux symptomatiques beaucoup plus faibles, beaucoup plus modérés, mais qui évidemment restent très pénalisants dans la durée. Alors la pleine conscience, on en parle beaucoup en ce moment. Il ne se parle pas de semaine sans qu'il y ait un article dans un journal de vulgarisation ou dans un journal sur la santé ou sur le bien-être. Et globalement, on ne perd rien pour se repérer, à toujours se référer à la définition canonique de John Kabat-Zinn. Prêter attention, c'est un travail attentionnel au moment présent, essayer de prêter attention à ce qui est en train de se passer dans le moment. Volontairement, c'est un acte volontaire qui engage la volonté, et sans juger, c'est-à-dire en essayant de s'abstraire de tout jugement face à ce qui survient dans le moment présent. Prêter attention au moment présent, volontairement, sans juger. Donc ça n'a l'air de rien, mais évidemment, c'est déjà très riche de portée, notamment le jugement. Est-ce que vous arrivez à passer une journée entière sans porter un jugement ? Est-ce que quand vous vous référez, allez, je vais prendre un sujet, je dirais facile, avec plein de guillemets, l'école. Est-ce que quand on fait un cursus scolaire, on échappe au jugement ?
On est conditionné d'une certaine manière à porter des jugements en permanence et on est soi-même le réceptacle de jugements en permanence. Donc prêter attention au moment présent volontairement sans juger, ça a un côté quand même iconoclaste, vraiment notable, hein, par rapport aux habitudes qu'on prend dans le quotidien, du fait en partie et largement des conditionnements liés à l'éducation, liés à l'école, liés à la société dans laquelle on vit. Alors il y a deux versants, évidemment, c'est une façon simplifiée et un peu arbitraire. Hein. Bonjour. Il y a deux versants dans la pleine conscience, c'est évidemment complètement arbitraire de les souligner, mais on démarre comme ça, en, je dirais, précisant des repères dont évidemment en cours de route on se défera ou on essaiera de se défaire. Donc l'attention prêtée au moment présent, et puis le développement d'une position d'ouverture, de disponibilité, alors d'acceptation, on va mettre plein de guillemets, mais le mot nous parle, notamment au début, et de compréhension non jugeante des expériences qu'on fait dans le quotidien. Donc il y a l'idée dans la mindfulness de limiter la dispersion et la distraction qui sont liées au fait qu'on est sollicité en permanence, on est bombardé d'informations émotionnelles, cognitives, etc. La pleine conscience porte l'idée de transformation, c'est-à-dire de changement. Ça n'évoluera pas, ça ne changera jamais. Au stade où j'en suis, je suis scotché, bloqué, coincé, tout ce qu'on veut. Donc la pleine conscience ramène l'idée de transformation possible, ramène l'idée de changement. Merci beaucoup. La pleine conscience met en avant la notion de bien-être. La notion de bien-être va être vraiment un leitmotiv, va être un repère constant dans la pratique, dans les représentations, dans la manière dont on va voir les choses. Et la notion d'art de vivre. Alors, en tant que psychiatre, ayant été pendant 17 ans responsable d'un pôle de psychiatrie générale et m'étant occupé pendant 10 ans d'une unité fonctionnelle spécialisée sur les troubles bipolaires et les troubles persistants de l'humeur, et donc faisant de nombreuses consultations toutes les semaines, le fait de pouvoir au fil du temps naturellement mettre en avant le bien-être et l'art de vivre, je peux dire, ça m'a simplifié considérablement la vie par rapport à une période de ma pratique où je fonctionnais sur des repères médicaux classiques, les symptômes, ce qui ne va pas, etc., etc. Pouvoir mettre en avant le bien-être, pour pouvoir exploiter la notion de bien-être pratiquement tous azimuts, c'est-à-dire y compris quand on parle de traitement médicamenteux, y compris quand on parle de diagnostic, y compris quand on parle de posologie de ceci ou de cela. Avoir le bien-être comme référence permanente dans tous les domaines, c'est quand même d'abord très agréable. C'est agréable pour le patient, tous le disent, et c'est évidemment agréable aussi pour le médecin parce que on voit s'effacer, je dirais, la majorité des difficultés qui se posent au quotidien, vu, je dirais, du côté médical. Hein. Même si l'on persiste évidemment, notamment à la phase où on fait connaissance et où finalement un nouvel arrivant découvre un petit peu la philosophie de la structure, la philosophie selon laquelle on va travailler. Mais une fois que, je dirais, la chose est entendue, les choses deviennent 10 fois plus faciles. Et quand c'est plus facile pour le médecin, évidemment, c'est plus facile pour le patient. Vu du côté du patient, évidemment, venir en consultation et pouvoir parler de bien-être et d'art de vivre avant de parler de ces épisodes, de ces symptômes et de ces loupés, c'est quand même très agréable et je pense que ça contribue à mettre en confiance. Alors,
un certain nombre de mes confrères me disent « mais ça prend du temps ». Récemment, on a été confronté à un problème, je dirais, de management hospitalier extrêmement complexe, et une personne qui était dans la chaîne de décision, après avoir passé à peine quelques minutes sur un problème sur lequel nous-mêmes on avait passé des semaines, a considéré qu'on pouvait prendre une décision. Donc actuellement, même sur des questions extrêmement importantes, énormément de maillons du système ne consacrent plus aucun temps. Or, consacrer du temps, c'est précisément ça qui signifie à l'interlocuteur qui est important, c'est précisément ça qui lui permet d'être en confiance, c'est précisément ça qui lui permet du coup, je dirais, d'avoir l'esprit clair, de mobiliser ses souvenirs pour arriver à parler le moment venu, éventuellement de difficultés assez pénibles. Et bien ce temps, c'est le principal instrument thérapeutique, je pense, dans la situation qui nous réunit ce soir. Beaucoup de gens pensent ne plus l'avoir et on s'adresse à eux en leur disant que c'est un investissement. Parce que la même personne qui estime ne pas avoir de temps à perdre ou ne pas avoir la disponibilité en temps pour effectuer telle ou telle tâche de telle ou telle manière, et bien quand on évoque la notion d'investissement, et bien là, je dirais, les attentions se réveillent. Donc prendre le temps pour parler d'un certain nombre de choses importantes avant de parler de ce qui fait mal, eh bien c'est un investissement pour le patient, c'est un investissement pour le médecin et c'est un investissement pour la société. Laisser du temps aux acteurs de la santé pour qu'ils puissent, je dirais, prendre les choses, les situations sous le bon angle. Et puis un autre aspect de la pleine conscience, c'est je dirais, d'ouvrir l'esprit à l'idée d'interrelation des phénomènes. Le même phénomène, suivant qu'il est vu sous sa cloche ou dans sa bulle, c'est-à-dire qu'il est vu de manière séparée, comme s'il avait une existence autonome, et bien le même phénomène, quand on le pense, quand on l'aborde, quand on le regarde avec l'idée de l'interrelation, eh bien il ne raconte plus du tout la même chose. Il n'a plus la même chose à raconter, il n'a plus la même place, il n'a plus la même signification, il n'a plus le même impact. Et la pleine conscience, évidemment, éveille de manière, je dirais, essentielle à l'idée d'interrelation des phénomènes. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Eh bien, par exemple, j'ai été déprimé de telle période à telle période, j'ai fait un épisode dépressif en mai 2015. Bon, j'ai été hospitalisé. Soit je peux considérer ce phénomène comme isolé dans sa bulle, comme si cette hospitalisation avait vraiment une identité propre, personnelle, coupée de son contexte, ou je peux envisager cette dépression et cette hospitalisation dans un contexte avec lequel cette dépression et cette hospitalisation vont être en interrelation. Ne pas envisager les phénomènes comme s'ils avaient une identité séparée du contexte. Et on s'aperçoit que de nombreux versants du trouble bipolaire finissent par être perçus au fil du temps comme des phénomènes ayant une identité indépendante du contexte, et ça modifie complètement la manière dont on les perçoit, dont on les vit et dont on les traite, dont on les gère. Et puis l'idée de vacuité, alors la vacuité c'est un concept bouddhiste, mais c'est aussi un concept occidental, de philosophie, de métaphysique, enfin bon bref. Et l'idée de la vacuité c'est ça, c'est que les phénomènes n'ont pas une existence séparée, indépendante du contexte qui les voit apparaître. Ça amène des notions d'interrelation, d'inter-être et... Eh bien, trouble bipolaire, c'est pareil. On peut envisager le diagnostic de trouble bipolaire comme quelque chose qui aurait une identité séparée, alors qu'en réalité, on peut aussi voir l'idée de trouble bipolaire dans ce contexte d'interrelation, d'inter-être, d'interdépendance. Et à ce moment-là, on considère le trouble bipolaire, entre guillemets, comme quelque chose de tout à fait différent. C'est une étiquette. C'est une étiquette et à ce moment-là...
les critères diagnostiques du DSM apparaissent tout à fait, je dirais, naturels à utiliser. Il y a des critères et eh bien, ces critères permettent de faire un diagnostic qui n'est qu'une étiquette, mais néanmoins une étiquette qui peut au fil du temps devenir un outil d'éclairage. Comme tout outil, il va me permettre de réaliser un certain nombre de tâches. Et l'outil diagnostic trouble bipolaire, il va permettre d'éclairer le passé, parce que les mêmes événements, les mêmes situations de ma vie, et bien suivant qu'un diagnostic de trouble bipolaire est posé ou qu'au contraire j'ai complètement exercé ma liberté la plus souveraine en faisant ceci ou cela à tel moment, et bien évidemment les mêmes événements n'ont pas du tout la même signification. Donc le diagnostic va être un outil d'éclairage du passé et être également un outil, je dirais, de perspective, parce que ça va éclairer sur les types de réponses qui vont pouvoir être utilisées. Et les traitements dépendent des diagnostics. Et bien rien que pour ça, un diagnostic c'est intéressant. C'est une étiquette. Bon, une étiquette, c'est pas aliénant. Tout le monde, qui n'a jamais utilisé d'étiquette de sa vie? Personne. Donc une étiquette, c'est pas dangereux. Personne s'est fait sauter dessus par une étiquette pour se faire mordre. C'est un outil, tant que j'ai besoin de l'outil, je m'en sers. Si un jour j'en ai plus besoin parce que ça va beaucoup mieux, eh ben, je range mon outil, je sais où je l'ai rangé. Si jamais j'en ai besoin un jour, eh ben, je sais où c'est rangé, je peux aller chercher. Et dans cette perspective-là, qui est absolument en harmonie avec les repères fondamentaux de la mindfulness, eh bien, l'expérience montre que un certain nombre de patients, pour pas dire tous, ne vivent plus le diagnostic comme quelque chose d'aliénant et de réducteur. En tout cas, on est beaucoup moins, pour ce qui nous concerne, confrontés aux problèmes de patients qui refuseraient un diagnostic ou seraient mis vraiment mal à l'aise par un diagnostic. Présenté comme ça, avec une construction partagée avec le patient des repères, eh bien, le diagnostic est vécu comme un outil et donc avec je dirais une charge d'aliénation beaucoup moins significative. Donc évidemment, je dirais la colonne vertébrale de la mindfulness, c'est la pratique. Donc partout où je suis passé, j'ai installé des salles de méditation. Même en prison, puisque pendant 10 ans je suis intervenu dans une prison et évidemment on a installé une salle de méditation dans la prison. On en a installé une au pôle universitaire de Rennes, plusieurs à Quimperlé, ça c'est la dernière salle de méditation. Et évidemment, la colonne vertébrale de la pleine conscience, c'est la pratique. Qu'est-ce qui caractérise cette pratique? Eh bien, l'idée de préserver une fraîcheur de vue, avec l'idée de s'abstenir de réponses du haut de la science ou de la sagesse. L'idée générale, c'est de partager la construction des réponses avec le patient lui-même. Reconnaître la fleur en l'autre, c'est une expression d'un moine dans le monastère de Thich Nhat Hanh, où je faisais une retraite il y a quelques années. Reconnaître la fleur en l'autre, ça veut dire s'adresser, avoir en face de soi, non pas la maladie, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un versant médical quand même extrêmement pointu en matière de pathologie bipolaire. C'est peut-être d'ailleurs une des caractéristiques de cette pathologie dans le champ de la psychiatrie. Mais avoir devant soi je dirais, les repères de vitalité, de relation, d'interconnexion, de transmission, avec l'idée qu'on ne cherche pas à guérir, on cherche à gérer, en toute simplicité, c'est-à-dire avec le repère fondamental d'un art de vivre, pas d'exégèse. Comme disait un moine, est-ce que la fleur est rose? On ne fait pas une théorie du chromatisme. Excusez-moi. Vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière? J'ai pas eu le temps de... Est-ce que la fleur est rose? On ne va pas se lancer dans la théorie physique du chromatisme, qui a d'ailleurs passionné Goethe. C'est plus psychologique qu'il n'y paraît.
excusez-moi. Là, vous avez écrit on ne va pas guérir, on va gérer en toute simplicité. Est-ce que ça veut dire que la dépression ne guérit jamais? On n'a pas la question. Ça veut dire qu'on va, quelque part, je pense que l'idée... Vous pouvez reformuler la question. Alors, la question, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas chercher à guérir la dépression? Alors, je pense qu'il y a deux pistes, chacun se fait son idée sur la question, mais la première idée, c'est de ne pas s'enfermer dans une logique. Hein. Ce qui me frappait quand j'allais dans des congrès internationaux aux États-Unis, ça fait quelques années que je n'y suis pas allé, c'était je dirais, la tendance des psychiatres américains à utiliser systématiquement des métaphores de cow-boy et des métaphores guerrières pour, je dirais, rendre compte de leur recherche ou de leur pratique. Ils cherchaient des psychiatric bullets, des balles psychiatriques, la métaphore. Ils traitaient agressivement la dépression. Alors, c'était pas des gens agressifs, hein, mais ils prononçaient le terme. Alors, traiter agressivement, ça veut dire je vais donner des fortes doses tout de suite. On va considérer la dépression comme un ennemi, et c'est ce que j'appelle s'enfermer dans une logique unique. C'est-à-dire, effectivement, ça peut donner des résultats, mais qu'en est-il de la durée de ces résultats? Et puis, qu'en est-il du patient qui est mis à cette place-là? Hein, donc, l'idée de ne pas s'enfermer dans une logique unique. Et puis, la deuxième piste, mais je pense qu'il est extrêmement important que chacun y réfléchisse pour son propre compte, c'est l'idée qu'on ne va pas forcément se donner un objectif compliqué. Il y a une expertise du côté du médecin, il y a une compréhension, il y a des connaissances concernant la pathologie, mais par contre, du patient, le médecin ne connaît rien la première fois où il le rencontre. De ce fait, il y a un énorme trou noir qui est la manière dont on peut proposer un traitement personnalisé et individualisé à quelqu'un, puisque avant de le rencontrer, comme dirait la palisse, on ne le connaissait pas. Et donc les objectifs du traitement, ils dépendent très largement de la connaissance qu'on va pouvoir avoir du patient et de la capacité qu'on va pouvoir avoir à proposer des pistes thérapeutiques avec lui conjointement. Il y a une manière, je dirais, de ne pas s'en sortir, c'est de guérir trop vite. Je rentre dans un petit aparté, peut-être un petit peu technique, mais il y a des patients qu'on reçoit pour la première fois, ils arrivent avec un dossier de 20 cm de haut, ils ont pris 40 000 traitements et au bout d'un quart d'heure, on sait déjà ce qu'on va prescrire avec des chances extrêmement significatives de traiter presque intégralement la pathologie. Mais on s'abstient de le faire. Parce que dans certains cas, on peut effectivement, entre guillemets, guérir les gens, le patient peut ne jamais s'en remettre. Et donc on ne le fera pas, parce que les objectifs doivent être bien pensés, les médicaments psychotropes sont puissants, je dirais les effets du verbe aussi, mais il faut éventuellement prendre tout son temps pour laisser à chacun son rythme logique de s'approprier un certain nombre de perspectives, de repères, de compréhension. Et dans certains cas, bon, qui ne sont pas extrêmement fréquents, mais je dirais des cas canoniques où il y a des traitements qui marchent quasiment tout le temps, que le patient n'a jamais pris et qu'il a pris au contraire des traitements qui l'ont aggravé, eh bien, dans certaines situations extrêmement typiques, on sait qu'on va pouvoir disposer d'un traitement extrêmement efficace 9 fois sur 10. Donc le problème n'est pas forcément de guérir le problème de dépression ou de trouble bipolaire. Guérir, si on prend ce terme dans toute son acception, c'est beaucoup plus complexe que se débarrasser de ses symptômes. Et ce n'est pas forcément une question dont on peut parler tout de suite.
parce que la personne, elle est habituée à des tas de trucs, elle est habituée à être malade, elle est habituée à prendre des traitements très lourds, elle est habituée à des tas de choses, à des tas de modifications qui sont venues au fil du temps dans sa vie. Et qu'est-ce que ça veut dire guérir pour cette personne-là? Eh ben, il va falloir apprendre à le découvrir. Et on ne peut pas imposer une compréhension de la guérison qui serait une compréhension parfaitement entendable de la part d'un médecin, mais insuffisante pour un psychiatre, qui serait de se débarrasser totalement et définitivement de ses symptômes. On sait que c'est plus compliqué que ça, même si effectivement c'est régulièrement possible. Alors, pour en revenir donc aux méthodes de mindfulness, on distingue classiquement des approches formelles et des approches informelles. Approche formelle, ça veut dire je me pose et je médite. Méditation allongée, assise, dans différentes positions ou debout. Ou bien une approche corporelle qui consiste à passer en revue les différentes parties du corps en pleine conscience. Et puis ce qu'on appelle dans le jargon de la mindfulness médicale, les approches informelles qui consistent à essayer d'être présent à ce qu'on fait dans le quotidien, au jour le jour, minute après minute. Donc c'est extrêmement compliqué puisque les distractions sont innombrables, les perturbations, des réactions émotionnelles, des idées qui déboulent, patatras, une engueulade, un conflit, une tension, le métro qui n'arrive pas, ça fait 10 minutes que j'attends, il y a plein de monde sur le quai, et patatras, le métro arrive complètement bondé, le stress. Bon, à Paris, évidemment, il n'y a pas de stress, mais nous, en Bretagne, au bord de la mer, il y a plein de stress. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas pris le métro. Je pense que la pleine conscience dans le métro, c'est pas inutile. Donc les approches informelles dans le quotidien, essayer de ne serait-ce que ne faire qu'une seule chose à la fois. C'est quelque chose que j'essaye d'installer dans mon quotidien de psychiatre des hôpitaux. Et j'ai essayé d'y sensibiliser l'équipe des secrétaires, des infirmières, etc. Et je peux dire que depuis que je fais ça, quelques années, ma vie a changé. Parce qu'avant, on était continuellement dans le multitasking. Alors à ce propos, je vais vous raconter une anecdote. On a rencontré il n'y a pas longtemps, je dirais, l'aréopage de l'hôpital psychiatrique voisin. Donc on échangeait sur les perspectives des deux établissements et j'ai pris la parole et j'ai parlé de multitasking en disant à Quimperlé, donc on est en train de se réorganiser pour essayer d'améliorer le multitasking. Et le directeur a dit multitasking c'est quoi? Alors je trouve ça quand même assez comique que des établissements où on fait s'écrouler les soignants sous le multitasking ne sachent pas ce que c'est. Bon, appelons ça à pleine conscience. Mais en tout cas, rien que le fait de ne faire qu'une seule chose à la fois, c'est extraordinairement reposant. Ça évite de dissiper de l'énergie, ça génère de l'énergie de pleine conscience. Moi, par exemple, je le fais quand je tape des prescriptions informatisées pour un nouvel arrivant. Et quand une infirmière vient et me dit « Ah, vous faites la permission de monsieur machin », je lui dis écoute, est-ce que tu peux attendre 30 secondes? Je finis de taper ma prescription. Quand le téléphone sonne, je réponds parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable dans les hôpitaux que d'appeler des médecins. Non, il ne répond pas, il n'est pas joignable, blablabla. Donc je décroche, mais je dis excusez-moi, est-ce que vous pouvez patienter 30 secondes? Et rien que de ne faire qu'une seule chose à la fois, c'est quelque chose qui développe de l'énergie de pleine conscience. Au début, on se dit mais je ne fais c'est tellement naturel, on ne se rend pas compte à quel point on a été conditionné à faire 36 trucs à la fois en permanence. Ne serait-ce que par exemple un truc que personne d'entre vous ne fait. Donc comme personne d'entre vous ne le fait, je me permets de le citer, regardez la télévision en mangeant. Personne ne fait ça. Je mange pas, j'ai pas de télévision.
Bon, donc effectivement, ça n'interdit pas de le faire, mais dans une logique de pleine conscience, il est intéressant de se poser la question. Alors, quand on fait des méditations avec les patients, il y a toujours un temps de prise de parole. Après la méditation, c'est systématique. Les patients sont invités à s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu. On dirait dans une logique médicale, débriefing. Parce qu'évidemment, on est un petit peu, je dirais, confronté à soi-même. C'est pas toujours simple. On ne vit pas toujours des choses faciles durant la période avant-après. Donc, bon, après chaque méditation, il y a une invitation à prendre la parole. Et on entend des trucs quand même drôlement intéressants. Hein. Parfois, ça ne concerne pas du tout la méditation, mais on a l'impression que ça libère la parole. Alors, la marche méditative, c'est extrêmement important. Et pour des participants confrontés à des pathologies bipolaires, l'intérêt de la marche méditative, où on marche en faisant extrêmement attention aux impressions au niveau de la plante des pieds, en se concentrant sur les impressions au niveau de la plante des pieds. Alors, il y a différentes modalités, on peut marcher presque à vitesse normale, hein, ou alors faire une marche méditative extrêmement lente. La marche méditative est accessible à des personnes sous pression, je ne vous fais pas de dessin. Même à des niveaux relativement avancés d'explosivité, on est encore capable de faire de la marche méditative. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que la marche méditative, je dirais dans le feu de l'action, regardez la finale de Wimbledon. Alors, je ne sais plus en quelle année, mais c'était Federer-Roddick, 5e set, un truc du genre 18-16 au 5e set. Hein. À partir de mi-5e set, Federer est en marche méditative entre chaque point. Il se reconcentre à chaque fois que la balle n'est pas en jeu, en faisant de la marche méditative, relativement, ça se voit quasiment pas, ça se fait à la vitesse où les joueurs se déplacent normalement sur le court. Et ils se reconcentrent comme ça. Et à un moment, Roddick fait 2 erreurs d'inattention et Federer gagne le match. Donc l'idée de la marche méditative, c'est vraiment porter au maximum l'attention au niveau des sensations, au niveau de la plante des pieds, ce qui permet de se recentrer, essentiellement en traitant la dispersion mentale, et également de nourrir sa relation avec la Terre. Est-ce que vous faites attention à votre relation avec la Terre quand vous êtes dans les couloirs du métro ? Et pourtant, la Terre peut envoyer des messages extrêmement porteurs d'appui, de soutien. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu dans la vie? Bon, s'il y a des couples, je vous invite à dire oui. Bon, des fois, on a l'impression, à tort ou à raison, qu'on manque de soutien, mais en dehors des tremblements de terre, il y en a eu un en Bretagne il n'y a pas longtemps, la Terre nous offre ce soutien, cet appui. Est-ce qu'on le prend en compte dans un moment où on se sent abandonné, pauvre canard perdu dans la nuit et pas assez soutenu? Est-ce qu'on se tourne à ce moment-là vers le sol en disant ah ben écoute, je te remercie Terre pour ton soutien indéfectible, toi tu ne me fais pas défaut? Pardon? Je dis d'où l'expression la terre-mère. Eh bien, on peut développer en pleine conscience des sensations d'appui, de soutien, et cet ancrage dans des sensations d'appui peut venir équilibrer des émotions et des pensées un petit peu perturbatrices. Et c'est vraiment l'idée de la pleine conscience, s'ancrer dans le quotidien. Cet ancrage dans le quotidien n'interdit pas de réfléchir au passé, par exemple, pour faire un diagnostic, pour évaluer des stratégies thérapeutiques potentielles qui sous-entendent de savoir combien de fois on a été déprimé, à quelle distance, à quel âge ça a commencé, combien il y a d'intervalles entre mes épisodes dépressifs, blablabla. Bon, tout ça c'est absolument crucial, mais il ne s'agit pas d'être enfermé dans le passé. Tout ce que le passé vient rappeler trop fréquemment sous forme de tension, sous forme de souffrance,
de souvenirs douloureux, eh bien, on peut chercher à l'équilibrer, à le tempérer, à l'amender par un ancrage puissant dans le moment présent. Le bien-être et la qualité de vie comme boussole, eh bien, même quand on parle d'effets secondaires des traitements, j'ai reçu ma lithiémie, elle est à je ne sais combien, 623 545, est-ce que ça va? Le bien-être peut être un des repères. Vous connaissez la référence en matière de lithium, la lithiémie la plus faible qui marche, mais évidemment ça c'est assez général, suivant les périodes ça peut changer, être un petit peu différent. Et puis si je peux me permettre de faire un petit aparté, ça dépend des objectifs. Si par exemple ma fille se marie l'année prochaine dans mon village, eh bien peut-être que j'aurai comme priorité de ne pas rechuter. Et donc je vais prendre pendant 6 mois jusqu'au mariage de ma fille une lithiémie plus élevée. Si par contre j'ai rien dans mon agenda, qu'il n'y a rien de particulier, je peux me permettre d'avoir une lithiémie plus faible, avec des perspectives peut-être de bien-être ou de tolérance plus importantes. Et pour être capable de discuter facilement ces objectifs, il est intéressant d'avoir le bien-être comme repère et une capacité à se projeter suivant une logique très souple, très fluide, très personnalisée. Et tout ça, la pleine conscience le facilite. Parce que le bien-être et la qualité de vie sont des boussoles fondamentales de la pleine conscience. Bon, j'avais dit que je ne parlerais pas de bateau, mais tant pis, j'ai utilisé le mot boussole. Boussole, ça veut dire, ça indique une direction. Ça ne veut pas dire parce que je sais où est le nord, ça ne veut pas dire je vais au nord. Mais je sais où est le nord. Ma boussole m'indique, me permet de me situer, de m'orienter. D'où le nom de la balise Argo, de l'association. Donc évidemment, ce n'est pas sans raison que la mindfulness a été proposée à des patients bipolaires. La mindfulness, dans un certain nombre d'études, a montré sa capacité à diminuer les distractions, les ruminations, les périodes d'affect négatifs, la réactivité émotionnelle. Et l'hyperréactivité émotionnelle est un des problèmes récurrents chez les personnes souffrant de troubles bipolaires. La mindfulness a montré des effets positifs sur l'anxiété, les addictions et certains troubles de la personnalité. Ça surprendra personne si on dit que la mindfulness développe l'attention, puisque de manière, je dirais, ancestrale, la méditation est utilisée pour ça. Dans le sport de haut niveau, la mindfulness est de plus en plus utilisée, notamment dans des sports comme le golf, la voile, etc., où la concentration, l'attention panoramique sont absolument essentielles. Et puis, autrefois, les samouraïs pratiquaient la méditation pour des raisons diverses et variées. Donc, la mindfulness améliore un certain nombre d'aspects du fonctionnement neuropsychologique, l'attention soutenue, la gestion des conflits attentionnels. Conflits attentionnels, ça veut dire quand je suis sollicité par deux stimuli en même temps. Par exemple, je tape quelque chose sur l'ordinateur et quelqu'un vient me parler. Faciliter la gestion des conflits attentionnels, ça peut être concrètement dans le quotidien, plus facilement pouvoir éviter de dire à la personne « fais chier, tu vois pas que je suis occupé », pour faire un sourire en disant j'ai presque terminé. Bon. Alors d'ailleurs, grâce à la mindfulness, on peut revenir à sa respiration si on dispose d'un petit moment. On fait la queue à la caisse dans un supermarché, on attend un feu rouge, on attend pour un rendez-vous, eh bien on peut faire de la pleine conscience. Et à ce moment-là, ce n'est pas un moment de perdu, c'est un moment de gagné. Mais on dirait que c'est un moment tout court. Donc la mindfulness favorise la régulation émotionnelle. Donc évidemment, pour des personnes confrontées au trouble bipolaire, il y a toute une série, je dirais, de possibilités. La recherche individuelle d'une mindful attitude, ou comme a dit un patient, une mindful bipolar attitude.
participer de temps à autre à des séances de mindfulness, suivre un programme de gestion du stress, suivre un programme de mindfulness pour personnes dépressives ou suivre un programme, je dirais, calibré, conçu, construit spécifiquement pour des personnes souffrant de troubles bipolaires. Donc il y en a de plus en plus. Nous, en Bretagne, on a construit un programme de 12 séances qu'on a baptisé le pied à l'étrier. Et ce n'est pas une faute d'orthographe, il y a un accent circonflexe sur le E parce que ça renvoie à l'être. Le bien-être est mis en avant dans ces programmes de mindfulness, quels qu'ils soient. Globalement, les mêmes repères ont été, je dirais, exploités par toutes les équipes. Et le bien-être, ce n'est pas un cours universitaire sur le bien-être. Vous savez qu'il y a maintenant des sciences du bonheur, des sciences du well-being, du bien-être. Le bien-être dont il s'agit, c'est une expérience de pratique. Et le bien-être permet précisément de repérer des difficultés et de s'orienter dans la gestion des difficultés, de s'orienter grâce à des repères de bien-être. Dans la gestion de tel ou tel problème, je vais mettre en avant la notion de bien-être. Ça va être une valeur pour moi quant à la manière dont je vais répondre à telle ou telle situation difficile. Et on utilise la notion de relâchement parce qu'introduire un vocabulaire un petit peu spécifique est très intéressant. On n'a pas forcément le vocabulaire qui permet à la fois de comprendre quand on parle des choses après la pratique et de s'orienter, notamment la notion de relâchement qu'on utilise beaucoup. Alors, si on se réfère par exemple à l'école, quand on entend à l'école « Ah ben ça se relâche », est-ce que c'est un compliment ? Alors, dans le sport de haut niveau, quand on dit « Ah bah oui, 5e set, il a mis 6-0, là, impressionnant, il était super relâché, il jouait tout seul. » Bon, là, est-ce que c'est un défaut ? Non. Donc, on voit bien qu'il y a le relâchement du maître de CM2. Ah, ça se relâche au niveau de l'orthographe. Bon, mauvais exemple, ça n'intéresse plus personne, mais ça se relâche. Et puis, qualité ô combien rare dans le sport de haut niveau. Eh bien, exploitons ça pour essayer de comprendre c'est quoi ce fameux relâchement des sportifs. Eh bien, le relâchement, c'est une qualité, c'est une capacité qui permet en gros de gérer des situations de tension et d'être à l'aise dans des situations de tension. Est-ce que c'est pas ça qu'on vit un petit peu tous les jours ? Et le relâchement dont il s'agit, c'est la détente plus la tension. La détente plus la tension. C'est-à-dire que dans le relâchement, on est détendu, mais on est concentré. Concentré plus détendu, c'est à peu près l'inverse de ce qui se passe dans le quotidien, où on est crispé et inattentif. Donc c'est à peu près l'inverse, je dirais la position de pleine conscience, où on est relâché physiquement, musculairement, on relâche les tensions, mais il y a une tension attentionnelle. Et la tension attentionnelle n'a pas les mêmes caractéristiques que la tension musculaire. Elle n'est pas fatigable de la même façon avec l'entraînement. Donc le relâchement est une qualité du point de vue de la pleine conscience. Et évidemment, le relâchement facilite la stabilité, l'équilibre et vient alimenter une réponse personnalisée et individualisée. Alors évidemment, quand on s'adresse à des groupes de patients bipolaires, on est obligé de prendre en compte un certain nombre de leurs spécificités, les difficultés attentionnelles initiales, l'hyperréactivité émotionnelle fréquente en début de programme. On est obligé de pratiquer avec des temps de pratique progressifs. On utilise des techniques corporelles et on allonge la durée totale du programme par rapport au programme de mindfulness proposé à des déprimés non bipolaires. Bon, je vais passer un petit peu là-dessus. On a maintenant une evidence-based medicine, des données issues d'études pour, je dirais, alimenter la proposition de programmes de mindfulness pour des patients bipolaires.
On a pu montrer au tout début une diminution des symptômes dépressifs et anxieux, un petit peu au fil de l'eau, chez les personnes qui participaient à des programmes. Ça a été plusieurs fois répété. On a pu montrer que la mindfulness était acceptable par des patients bipolaires, qu'ils étaient capables de rentrer dans la démarche, de se l'approprier. Les capacités de pleine conscience étaient développées par certains programmes et les symptômes dépressifs, les ruminations, la réactivité émotionnelle et le fonctionnement cognitif global étaient améliorés. Donc, des données préliminaires qui sont quand même tout à fait encourageantes. Alors, quels patients peuvent bénéficier de la mindfulness ? Alors, c'est ce qu'on a envie de dire, parce que à la clinique de l'humeur de Quimperlé et au pôle universitaire de Rennes, ça fait 10 ans qu'on propose de la mindfulness sous forme de programme, et dans le pôle de psychiatrie que j'ai dirigé pendant 17 ans, eh bien on propose maintenant des séances de mindfulness tous les jours. Et j'ai en tête 2 patients en 10 ans qui ne sont pas rentrés dans la démarche. Bon, alors évidemment, ce n'est pas une étude scientifique, mais enfin, ça veut dire qu'une immense majorité des patients, si on leur propose une manière adaptée, s'intéressent à pleine conscience, participent à des séances. Alors après, évidemment, qu'est-ce qu'ils font chez eux une fois qu'ils sont rentrés à la maison? Est-ce qu'ils souhaitent participer à des programmes? Et quand ils participent à des programmes, est-ce qu'après, ils arrivent à installer de la pleine conscience dans le quotidien? Évidemment, je dirais que les problèmes, les difficultés les plus importantes sont là. Mais en tout cas, il y a une attractivité significative. On peut dire quand même qu'une grande majorité des personnes qui participent aux séances en bénéficient. Bon, après, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça devient une pratique? Est-ce que ça devient une démarche? C'est là qu'évidemment, tout le monde est différent. Mais enfin, je peux le dire parce que ça fait 10 ans que je fais ça, ça n'aggrave personne. Mais évidemment, ça sous-entend qu'on soit suffisamment bien pour participer, ne serait-ce qu'à une séance. Ça sous-entend qu'on ne soit pas trop dépressif, qu'on ne soit pas hyper excité, auquel cas, bon, le simple fait, je dirais, de rester enfermé dans une pièce pendant 30 minutes peut être inapproprié. Mais pour des personnes qui ne sont pas confrontées à des problèmes très aigus, très envahissants, très compliqués, on peut dire qu'assez rapidement, on peut participer à des séances. Et nous, ce qu'on propose quand on a des personnes un petit peu fragiles qui viennent de faire un séjour à l'hôpital, etc., on propose d'abord des séances individuelles. Et puis, une fois que les personnes un petit peu anxieuses ou un petit peu inquiètes ont pris confiance, eh ben, elles participent à des séances en groupe. Bon. Donc, on peut tout à fait voir un certain nombre de synergies entre la mindfulness, qui va être une pratique d'ancrage dans le quotidien, et des stratégies cognitives comme la résolution de problèmes. Bon, je vois que l'heure tourne, je ne fais que citer cette, je dirais, perspective, mais la mindfulness peut venir alimenter des stratégies plus cognitives, notamment la résolution de problèmes. Bon, résolution de problèmes qui va engager différentes étapes, différentes séquences, et pour en prendre qu'une seule, eh bien, un objectif. Fixer des objectifs, c'est une étape de la résolution de problème. Et ben, fixer des objectifs, c'est super important en termes de traitement pour une raison simple, c'est que le traitement médicamenteux, il dépend des objectifs. Alors, ce n'est peut-être pas omniprésent dans toutes les discussions relatives au traitement, mais ça pourrait, parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de prescrire un traitement sans objectif. Quels sont les objectifs? Est-ce que les objectifs, c'est moi je veux prendre le traitement le plus faible possible parce que vous comprenez, les effets secondaires, c'est absolument hors de question? Ou est-ce que l'objectif, c'est je veux pas rechuter parce qu'il se passe telle chose dans ma vie dans 3 mois, dans 6 mois, il faut absolument pas que je rechute? Avec un tel objectif, on va peut-être souhaiter prendre un traitement plus important, peut-être un petit peu moins bien supporté, il va falloir composer. Mais si la priorité c'est de ne pas rechuter, eh bien ce n'est plus le même traitement que si la priorité c'est écoutez,
Vous savez, ma femme, elle est super, elle est très vigilante, elle connaît parfaitement mes symptômes. Mes 2 enfants sont psychiatres. Quand je vais moins bien, dans les 48 heures, j'ai ma place en clinique avec piscine, tennis, etc. Moi, j'ai une forme de trouble bipolaire. C'est 15 jours, au bout de 15 jours, il y a un métronome dans ma tête qui s'arrête, bling, un compte-minute qui sonne, et je suis guéri. Et je n'ai aucune séquelle. Bah, à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine de prendre un traitement massu qui va réduire à 0 le risque de rechute ou presque, au prix d'effets secondaires peut-être, parce que finalement, c'est pas si grave que ça de rechuter, c'est pris très tôt, ça arrive pas très souvent, c'est super bien géré, et par chance, j'ai une forme de trouble bipolaire qui ne donne pas de troubles cognitifs au fil des années, et donc je peux me permettre le luxe de rechuter 1 fois ou 2 d'ici la retraite. Mais l'avantage, c'est que je pourrais me dispenser d'un traitement trop fort. Enfin, on voit bien qu'un traitement personnalisé et individualisé ne peut être prescrit que sur la base d'objectifs suffisamment clairement mis sur la table, et pas les objectifs du psychiatre, les objectifs du patient. De ce fait, définir un objectif peut bénéficier de la pleine conscience. Toutes les étapes de la résolution de problème peuvent bénéficier de la pleine conscience. Ne serait-ce que le fait de pouvoir faire émerger l'objectif sur la base d'une compréhension suffisamment fine. Pour que la compréhension soit suffisamment fine, il n'est pas inintéressant que j'ai pu balayer de façon panoramique des tas d'arguments, et pas seulement ceux qui m'arrangent, grâce au développement de mes capacités de pleine conscience. Parce que je peux dire qu'effectivement, je n'ai pas de séquelles après les épisodes. C'est pas moi qui plaque une vision dorée ou toute rose du truc, parce que j'ai pas voulu prendre en compte des éléments qui me gênent. Grâce à la pleine conscience, j'ai pu optimiser la prise en compte de tout un panel d'informations. Et donc cette prise en compte plus complète de l'ensemble des données de la situation va me permettre de fixer des objectifs plus intéressants, et où d'ailleurs le bien-être sera présent. Alors, depuis 2016, on propose un groupe à des patients bipolaires au pôle universitaire de Rennes qui ont déjà participé à un groupe de mindfulness, le pied à l'étrier. L'idée, c'est de les aider à développer les capacités de pleine conscience au quotidien, en prenant en compte les difficultés qu'ils rencontrent, à la fois dans leur pratique formelle, le fait d'installer des moments de méditation formelle, et dans la pratique au quotidien de pleine conscience, c'est-à-dire vraiment d'ancrage, d'inscription, de présence au moment présent. Donc je vous ai mis quelques témoignages, qui d'ailleurs vont être repris dans un petit article qui va apparaître dans Santé mentale. Le fait de pointer que le calme s'est installé dans leur vie, c'est quand même quelque chose qui ramène tous. Et c'est un facteur qui aide au développement de la pratique, de pouvoir acter et partager. Ça, c'est l'intérêt des groupes. Je ne suis pas tout seul à le penser, on a échangé lors de séances à plusieurs reprises. L'idée de ce calme lors des situations stressantes, c'est quelque chose qui revient chez les personnes qui ont vraiment qui se sont vraiment engagées dans une démarche de mindfulness. Beaucoup de participants pointent la notion de changement. Il y en a même une, Julie, qui dit, c'est pas les vrais prénoms évidemment, ça a changé ma vie. Elle gère mieux ses émotions, elle essaye d'être plus détachée, elle ressent moins la colère. L'idée de revenir à son souffle au quotidien est quelque chose de très important pour elle. Elle n'a pas eu l'impression d'un apprentissage, c'est-à-dire que c'est un apprentissage qui passe par la pratique. Bien sûr, des repères, bien sûr, des repères sont importants, mais la pratique est essentielle pour développer les capacités de pleine conscience. L'idée d'intérioriser une pratique est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas la récitation d'une leçon, c'est quelque chose qui se déploie au fil du temps à travers la multiplication des temps de pratique, et qui finalement
développe le côté intuitif, je dirais, dans la gestion de toutes ces situations délicates. Le fait de revenir à sa respiration dans le quotidien est quelque chose d'absolument crucial. Ce ne sont pas tellement, pour certains participants, des temps de méditation d'un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure qu'ils installent tous les jours, mais ils ont développé la pratique de revenir à leur respiration plusieurs fois dans le quotidien. Le fait que ça facilite le sommeil est quelque chose qui le rapporte régulièrement. Le fait de profiter aussi de moments agréables de la vie, de s'ouvrir à ce qu'il y a de vivant dans les environnements qu'il fréquente. Je peux traverser tel ou tel endroit, il y a des arbres, il y a des petits oiseaux, je ne m'y arrête pas, je n'utilise pas le moment présent pour me ressourcer. C'est facile d'accès et ça peut rapporter gros, même si évidemment on ne le fait pas pour ça. Les petits riens. Avec cette idée de bonheur, c'est-à-dire que revenir à l'instant présent, revenir à l'expérience du moment avec tout ce que ça peut comporter, est quelque chose qui modifie le niveau émotionnel dans la durée. À partir du moment où le bonheur ne devient plus quelque chose de conceptuel qu'on va discuter éventuellement philosophiquement, mais une expérience ancrée dans le moment présent, eh bien ça en facilite évidemment le ressenti. Bon, je vais passer là-dessus, la notion de progressivité. Et puis un témoignage de Marc qui dit que lui, il a vraiment expérimenté dans sa vie le fait que ça limitait les rechutes. Alors qu'est-ce que ça limite? Mais en tout cas, ça facilite un certain nombre de choses. Alors évidemment, quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de problème, mais on en arrive là après quelques centaines d'années de pratique. Ce qui me semble intéressant, c'est de souligner à travers ce dernier témoignage le fait qu'à travers une pratique de pleine conscience, où on n'aborde pas forcément dans des discussions à n'en plus finir des situations familiales, même si on n'interdit pas dans une séance de méditation à quelqu'un d'en parler, eh bien il y a une modification qui se fait très simplement, très tranquillement et à l'insu de son plein gré, y compris dans des schémas relationnels. Ça, c'est une patiente qui participe au groupe et donc elle était venue en consultation à Rennes et elle me dit je peux pas venir à Mindfulness parce que ma mère est là. Alors je lui ai dit c'est pas grave, il y avait le groupe de Mindfulness après. Je lui ai dit c'est pas grave, vous venez avec votre mère. Alors, elle a été proposée à sa mère, qui a refusé. Bon, la mère est allée prendre un pot à la cafétéria de l'hôpital, et puis ils se sont retrouvés 2 heures après. Et cette patiente a rendu ce témoignage après coup. Eh bien, le fait qu'en rentrant ensemble là où ils habitent, à 1 heure de voiture, ils ont pu parler tranquillement, avec sérénité et calme, ce sont ces mots. On a parlé sans se laisser aveugler par les émotions. Ça a été très fructueux. Après des années de reproches, de souffrance, on s'est posé et on est allé au fond des choses. On a compris beaucoup de choses. Après coup, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour parler avec elle? Elle n'y arrivait pas depuis des années. Ça s'est fait tout seul. Eh bien, ça, c'est emblématique des éléments de transformation apportés par la mindfulness. On n'a pas dit, écoutez, vous savez, c'est vachement important de rétablir un dialogue avec votre mère. Ça s'est fait tout seul et ça s'est fait, je dirais, à partir du terreau que la pleine conscience avait développé chez cette patiente. Merci de votre attention et puis évidemment, je remercie tous les patients et collègues et collaborateurs qui ont accompagné ce projet de mindfulness depuis 10 ans.